Il ne touchait pas à sa nourriture. Pas avant que je m'asseye au piano et que je joue les 8 premières notes d'une mélodie que je ne me souvenais même plus d'avoir choisie. À l'époque, je pensais que c'était juste une manie, quelque chose de mignon à raconter aux gens à propos de mon lynx roux sauvé. Je n'avais aucune idée que c'était le seul fil qui empêchait tout son monde de s'effondrer. Ça commençait avant l'aube, comme toujours. Je me réveillais au bruit de son poids, qui se déplaçait sur le parquet. Des pas doux, délibérés, qui s'arrêtaient juste devant la porte de ma chambre. Pas de miaulement, pas de griffure, juste l'attente. Lucien avait cette façon de rendre le silence plus bruyant que n'importe quel réveil. Et dès que j'ouvrais les yeux, j'entendais le léger grincement du banc de piano quand il y grimpait, s'installant au centre comme s'il prenait possession d'un trône. Chaque matin, sans exception. La première fois, j'avais cru qu'il avait renversé quelque chose. Je m'étais traîné jusqu'au salon, à moitié endormi, prêt à découvrir le chaos. Mais il était là, perché sur le banc, les pattes repliées sous lui, fixant les touches comme si elles cachaient un secret que je ne voyais pas. Ses yeux dorés me suivaient tandis que je m'approchais. Quand je m'assis à côté de lui, il appuya sa tête contre mon épaule si fort que je sentis la chaleur de son souffle à travers mon t-shirt. Je jouais quelques notes, simples, douces, et dès que le son emplit la pièce, tout son corps se détendit. Sa respiration ralentit. Sa queue, qui frétillait d'une énergie nerveuse, s'immobilisa. C'est là que je compris qu'il ne mangerait pas avant que je fasse ça. J'avais sauvé Lucien 4 mois plus tôt dans un centre de faune sauvage, à 3 heures, au nord. Il était arrivé dénutri, déshydraté, avec une canine ébréchée et des cicatrices sur l'épaule qui racontaient une histoire que je ne connaîtrais jamais complètement. Les bénévoles m'avaient prévenu. Il était craintif, émotionnellement fermé. Des semaines à refuser tout contact, tapi dans le fond de son enclos, grognant si on s'approchait trop. Mais quelque chose chez lui m'avait brisé le cœur d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Peut-être la façon dont il m'avait regardé à travers le grillage. Pas vraiment de peur, mais une exhaustion profonde, comme s'il avait dépensé jusqu'à sa dernière once d'énergie pour survivre et qu'il n'avait plus rien à donner. Je l'avais ramené à la maison, aménagé un espace calme. Je lui avais laissé du temps, sans le brusquer, et petit à petit, il avait commencé à me faire confiance. Il restait dans la même pièce, puis plus près, puis tout contre moi sur le canapé, son corps collé à ma jambe, comme s'il avait besoin de sentir que j'étais réel. Mais cette histoire de piano était sortie de nulle part. Un matin, je jouais pour moi-même, pour chasser une nuit difficile, et il était apparu, avait grimpé sur le banc, posé délicatement ses pattes au bord des touches sans les enfoncer, et avait attendu. J'avais cru à une coïncidence jusqu'au lendemain. Et celui d'après. 3 semaines plus tard, c'était devenu un rituel que je ne pouvais pas rompre, même si je l'avais voulu. Si je sautais une note, il levait la tête, ouvrait les yeux, me fixait comme si j'avais oublié quelque chose d'essentiel. Si j'arrêtais trop tôt, il tapotait les touches d'abord doucement, puis plus fermement, comme pour dire « Continue, s'il te plaît ». Et si j'essayais de partir sans finir, il me suivait, refusait de manger, restait assis devant sa gamelle à me regarder, attendant que je comprenne. Ce matin-là pourtant, quelque chose était différent. Il s'était assis comme d'habitude, et Lucien était monté sur mes genoux, au lieu de rester sur le banc. Son poids s'était posé sur mes cuisses, plus lourd qu'à l'ordinaire, et il avait glissé sa tête sous mon menton. Je sentais son cœur battre vite, irrégulier, comme s'il se préparait à quelque chose. J'ai commencé la même mélodie,
celle que je jouais chaque matin depuis le début. Et pendant que les notes emplissèrent la pièce, son corps s'est figé. Sa respiration a ralenti. Ses griffes, qui s'enfonçaient légèrement dans mes jambes, se sont rétractées. Mais j'ai remarqué ses yeux. Il ne les fermait pas comme d'habitude. Il fixait les touches, sans ciller. Et il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu. Pas de la peur, pas de la curiosité, quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme un souvenir. J'ai continué à jouer, l'observant du coin de l'œil. Et c'est là que j'ai revu les cicatrices. Celle sur son épaule, discrète, mais visible sous son pelage fauve, la canine ébréchée qui donnait à sa gueule un air légèrement de travers. La façon dont ses oreilles frémissaient à certaines notes. Pas d'agacement, mais de reconnaissance. Il avait vécu toute une vie avant moi, une vie dont je ne savais presque rien. Et cette musique, quelle qu'elle soit, signifiait quelque chose pour lui. Quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai ralenti la mélodie pour le tester. Il a légèrement relevé la tête et émis un son que je n'avais entendu qu'une ou deux fois. Un petit tri doux, le genre que font les lynx roux quand ils saluent quelqu'un en qui ils ont confiance. Mais celui-ci était différent, plus bas, tremblant. Ce n'était pas une salutation, c'était du chagrin. J'ai arrêté de jouer. Mes mains sont restées suspendues, au-dessus des touches, figées, parce que je ne savais pas quoi faire. Lucien n'a pas bougé. Il n'a pas tapoté le piano, ne m'a pas suivi quand je me suis levé pour aller à la cuisine. Il est resté assis sur le banc à fixer les touches, la queue enroulée, serrée autour de son corps. Et pour la première fois depuis le début de ce rituel, je me suis demandé s'il ne me demandait pas de jouer pour lui. Peut-être qu'il me demandait de jouer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il avait perdu. Le lendemain matin, Lucien était déjà sur le banc quand je me suis réveillé, pas à côté, pas devant ma porte. Il était assis dans le noir, parfaitement immobile, comme s'il était là depuis des heures. Quand j'ai allumé la lumière, il n'a pas tourné la tête. Il continuait à fixer les touches. J'ai senti une boule se nouer dans ma poitrine. Je me suis assise à côté de lui. Et dès que mon poids s'est posé sur le banc, il a bougé, grimpé sur mes genoux, collé tout son corps contre le mien, avec une urgence que je n'avais jamais ressentie chez lui. Ses griffes se sont enfoncées dans mes cuisses, pas assez pour faire mal, mais assez pour s'ancrer. Sa queue s'est enroulée autour de ma taille, comme une ceinture de sécurité. Il ne demandait plus seulement la musique, il se raccrochait à moi. J'ai commencé la même mélodie. Et cette fois, il ne s'est pas simplement détendu, il s'est effondré. Sa tête est tombée sur ma poitrine, sa respiration est devenue profonde et régulière. J'ai senti la tension s'écouler de ses muscles comme de l'eau à travers un tamis. Mais dès que j'ai arrêté, ne serait-ce que pour reprendre mon souffle, ses yeux se sont ouverts brutalement. Ses oreilles se sont tournées vers moi. Et il a refait ce son, ce trille tremblant, chargé de quelque chose qui ressemblait trop à la panique. Alors j'ai continué à jouer plus longtemps que d'habitude, jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal et que le soleil soit complètement levé. Même alors, quand j'ai enfin arrêté, Lucien n'a pas bougé. Il est resté collé à moi, les yeux fermés, la respiration courte, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il lâchait prise. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants, ça a empiré. Lucien refusait de manger le petit déjeuner tant que je n'avais pas joué. Si j'essayais de le nourrir d'abord, il détournait la tête, les oreilles plaquées, et filait jusqu'au banc du piano. Il s'asseyait là à me fixer, attendant. Plus je le faisais attendre, plus il s'agitait. Il tournait en rond,
fouettait l'air de la queue, émettait ce petit grondement guttural que font les lynx quand ils sont en détresse. J'ai tout essayé. Je me suis enregistré en train de jouer et j'ai laissé l'enregistrement près de sa gamelle, pensant que c'était peut-être juste le son dont il avait besoin. Il est passé devant comme si ça n'existait pas, a flairé sa nourriture une fois, puis a quitté la pièce. J'ai essayé une autre mélodie, plus douce. Il a tapoté les touches jusqu'à ce que je revienne à la première. Ce n'était pas la musique en soi, c'était moi qui la jouais. Et je n'avais aucune idée pourquoi. J'ai appelé sa vétérinaire un jeudi après-midi en essayant de garder une voix stable. Éléonore avait validé Lucien pour l'adoption, m'avait expliqué son passé médical et la longue liste de ce qu'il avait survécu avant moi. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Certains animaux, a-t-elle dit lentement, craignent des attaches très fortes à des sons précis, souvent liés à leur petite enfance, quelque chose qui signifiait sécurité, chaleur, survie. J'ai serré le téléphone plus fort. N'importe quel son, une voix, un bruit répété, de la musique, c'est rare, mais j'ai déjà vu ça. Un chien qui ne dormait que si on lui chantait une berceuse, un chat de grange qui ne mangeait que quand une certaine radio était allumée. Mon cœur cognait. Pourquoi Lucien serait-il attaché à du piano? On l'a trouvé seul, personne autour. Long silence. Vous avez des détails sur l'endroit où on l'a trouvé? Ou sur qui aurait pu être là avant? Je n'en avais pas. Le centre m'avait donné le minimum, dénutri, craintif, ramené par un randonneur près d'une vieille route forestière. Je n'avais jamais demandé plus. Je pensais que ça n'avait pas d'importance, que seul l'avenir comptait. Maintenant, je regrettais. J'ai raccroché avec le docteur Éléonore et appelé immédiatement le centre de faune. Il a fallu 3 transferts avant qu'on me passe quelqu'un qui se souvenait de l'arrivée de Lucien. Une femme, Claire, plus âgée, la voix rauque de quelqu'un qui a répondu à trop de questions difficiles. Oui, je me souviens de lui. Cas compliqué. On l'a trouvé près d'une cabane abandonnée dans les contreforts. Aucune source de nourriture à proximité. Aucune raison pour un lynx de rester là, sauf qu'il y est resté des semaines apparemment. Pourquoi? Ai-je demandé, le souffle court. Il y avait une vieille dame qui vivait là, Marguerite quelque chose. Une randonneuse nous a dit qu'elle était morte quelques mois avant qu'on trouve le lynx. Vivait seule, très discrète. Mais on la connaissait pour une chose. Elle jouait du piano tous les matins. À l'aube, comme une horloge, les randonneurs entendèrent la musique résonner dans les arbres. La pièce autour de moi s'est tue. La cabane a été fermée après son décès, a continué Claire. Mais le randonneur qui a trouvé Lucien a dit qu'il était roulé en boule sur le porche. Il ne voulait pas partir, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. J'ai remercié Claire et raccroché. Je suis restée assise sur le canapé à fixer le vide, essayant de tout assembler. Lucien était resté près de cette cabane, près du son de ce piano, parce que ça signifiait quelque chose pour lui. La sécurité, peut-être un moment de la journée où le monde était prévisible, où il savait qu'il n'était pas seul. Et puis un jour, la musique s'était arrêtée, et il avait perdu le seul ancrage qu'il avait. Ce soir-là, je me suis assise au piano, comme d'habitude. Mais cette fois, je ne jouais pas seulement pour lui. Je jouais pour la femme qu'il avait connue avant moi, celle qui lui avait offert quelque chose que je commençais seulement à comprendre. J'ai commencé la mélodie, et Lucien est monté sur mes genoux. Au lieu de fermer les yeux et de fondre dans le son, comme d'habitude, il a fait autre chose. Il a levé la tête, posé sa patte sur mon poignet, et m'a regardé dans les yeux. Pas les touches, pas le piano, moi. Ses yeux grands ouverts, dorés, sans ciller. Et à cet instant, j'ai compris ce qu'il faisait. Il n'écoutait plus la musique,
Il me surveillait pour être sûr que j'étais toujours là, que je n'allais pas disparaître comme elle. Parce que dans son monde, la musique s'était toujours arrêtée quand la personne s'en allait, et il ne pouvait pas revivre ça. J'ai continué à jouer, la gorge serrée, la vue brouillée, et Lucien est resté parfaitement immobile, sa patte posée sur mon poignet, son regard rivé au mien. Il ne demandait plus une chanson, il demandait une promesse. Je me suis réveillé en me sentant mal, pas vraiment malade au début, juste décalé, comme si mon corps avançait dans l'eau, chaque geste plus lent, plus lourd qu'il n'aurait dû. Je me suis retourné, plissant les yeux face à la lumière pâle qui filtrait par la fenêtre, et deux choses m'ont frappé, en même temps. J'avais dormi presque 1 heure de trop, et Lucien n'était pas devant ma porte. Ça n'était jamais arrivé. Je me suis redressé, et c'est là que la fièvre m'a percuté. Une vague de chaleur qui a commencé dans ma poitrine et s'est répandue partout, laissant ma peau moite et mes mains tremblantes. J'ai posé ma paume sur mon front, brûlant. J'ai essayé de me lever. Mes jambes me portaient à peine. Je suis arrivé dans le couloir en m'appuyant au mur, et là, je l'ai entendu. Un son que je n'avais entendu que quelques fois depuis que Lucien était chez moi. Un cri aigu, doux, le genre que font les lynx quand ils sont en détresse, quand quelque chose ne va pas et qu'ils ne savent pas comment le réparer. Il était assis dans le salon, juste devant le banc du piano, à le fixer, en pleurant. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond. Ses oreilles se sont dressées, sa queue s'est raidie, et en 3 grandes enjambées, il a traversé la pièce. Il s'est pressé contre mes jambes si fort que j'ai failli perdre l'équilibre et m'a regardé avec des yeux trop grands, trop éveillés. Il savait. Les animaux savent toujours. J'ai essayé d'aller jusqu'au piano. Je me suis dit que si je jouais juste quelques minutes, ça le calmerait, ça nous calmerait tous, les deux. Mais à mi-chemin, mes genoux ont flanché. Je me suis rattrapé au bras du canapé, respirant fort, et Lucien a refait ce son, plus fort, plus insistant. « Ça va », ai-je murmuré, même si je n'en étais pas sûr. J'ai juste besoin d'1 minute, mais Lucien ne l'a pas cru non plus. Il est resté collé à moi pendant que je retournais en titubant dans la chambre. Son corps, contre ma jambe, à chaque pas. Quand je me suis effondré sur le lit, il a sauté immédiatement à côté de moi, ce qu'il ne faisait presque jamais en journée. Il a tourné 1 fois, 2 fois, puis s'est blotti contre ma poitrine. Sa chaleur manquerait, mais il n'arrêtait pas de pleurer, de petits trilets brisés, par vagues, comme s'il essayait de me dire quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Ses oreilles plaquées, la queue basse, tous ses muscles tendus, prêts. J'ai tendu la main pour caresser sa tête. Il s'est pressé si fort dans ma paume que ça faisait presque mal. Sa respiration était trop rapide. Et j'ai compris, le cœur serré, qu'il n'était pas juste inquiet, il était terrifié, parce que la dernière fois que la musique s'était arrêtée, la personne n'était jamais revenue. J'ai essayé de me redresser, pensant que je pourrais peut-être me forcer jusqu'au piano, juste quelques minutes, juste assez pour le rassurer. Mais la pièce a basculé et j'ai dû me rallonger avant de perdre complètement connaissance. Les pleurs de Lucien sont devenus plus forts. « Je suis désolé », ai-je murmuré, la voix brisée. « Je ne peux pas. Pas tout de suite. » Il ne comprenait pas. Comment aurait-il pu? Tout ce qu'il savait, c'était que le rituel était rompu, que je n'étais pas là où je devais être, à faire ce que je devais faire. Et dans son monde, ça voulait dire que tout s'écroulait. Je dois m'être assoupie, fiévreuse, à moitié dans un rêve, parce que quand j'ai rouvert les yeux, la lumière avait changé. Fin de matinée, peut-être début d'après-midi. J'avais la bouche sèche, la tête qui cognait, et pendant un instant, je ne savais plus où j'étais. Puis j'ai entendu une note de piano, maladroite,
incertaine, puis une autre. Je me suis redressé en force, le cœur battant pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la fièvre. Le son venait du salon. Je suis sorti du lit en m'accrochant au chambranle. J'ai avancé dans le couloir. Et là il était, Lucien, assis seul sur le banc du piano. Sa patte était levée au-dessus des touches, et tandis que je regardais, il a appuyé, une note unique, aiguë, dissonante. Il a retiré sa patte, fixé les touches, puis réessayé. Une autre note, fausse. Il a continué, enfonçant les touches au hasard, de plus en plus frénétiquement, désespérément. Il essayait de jouer. Il essayait de recréer le son qui avait toujours signifié sécurité, qui m'avait toujours ramené à lui. Ma gorge s'est nouée. J'ai dû faire un bruit, un souffle, un sanglot, parce que la tête de Lucien s'est tournée brusquement vers moi. Ses oreilles se sont dressées, et d'un seul mouvement fluide, il a sauté du banc et traversé la pièce. Il s'est pressé contre mes jambes, en pleurant encore, et cette fois je me suis laissé tomber par terre, à côté de lui. Il est immédiatement monté sur mes genoux, pas doucement, pas avec précaution. Il s'est enfoncé en moi comme s'il voulait entrer dans ma cage thoracique, ses griffes plantées dans mon t-shirt, son museau contre mon cou. Et j'ai compris. Il ne demandait plus de musique. Il suppliait pour être rassuré, la même rassurance qu'il avait perdue une fois, la même sécurité qui avait disparu sans prévenir, le laissant seul sur un porche dans la montagne, à attendre un son qui ne reviendrait jamais. Je l'ai entouré de mes bras, le serrant aussi fort que possible, son corps tremblait. Ou peut-être le mien. Je ne savais plus. « Je suis là », ai-je murmuré dans sa fourrure. « Je ne vais nulle part, je te le promets. » Mais il ne me croyait pas. Comment aurait-il pu? Les promesses ne veulent rien dire quand on a déjà été abandonné une fois. Il est resté sur mes genoux des heures, à refuser de bouger, refuser de manger. Je me suis traîné jusqu'au lit, et il m'a suivi, se collant contre ma poitrine, si fort que je sentais chaque souffle. Son cœur battait la chamade, sa queue était rentrée. Toutes les quelques minutes, il levait la tête pour vérifier que j'étais toujours là, que je respirais encore, que j'étais réel. J'ai essayé de lui donner de l'eau. Il a détourné la tête. J'ai essayé de lui proposer à manger. Il n'a même pas regardé. Tout ce qu'il voulait, c'était moi, et la musique que je ne pouvais pas lui donner. En fin d'après-midi, je sombrais et ressurgissais, la fièvre me tirant par vagues. Mais chaque fois que je refaisais surface, Lucien était là à me surveiller. Et puis, dans un de ces moments à moitié conscient, j'ai fait la seule chose qui me venait. J'ai fredonné, faible, à peine audible. Les premières notes de la mélodie que je jouais chaque matin depuis des semaines. Mais dès que le son est sorti de ma gorge, Lucien s'est figé. Ses oreilles se sont tournées vers moi. Sa respiration a ralenti. J'ai continué à fredonner. Ma voix se cassait, vacillait, mais j'ai continué, et lentement, si lentement, j'ai senti la tension quitter son corps. Il s'est effondré à côté de moi, pas collé cette fois, juste proche, sa tête posée sur l'oreiller à côté de la mienne, les yeux mi-clos, la respiration enfin régulière. Il avait entendu la mélodie, pas du piano, mais de moi. Et pour la première fois depuis ce matin-là, il a cru que j'étais toujours là, toujours à lui. J'ai continué à fredonner, jusqu'à ce que je n'ai plus de voix, jusqu'à ce que le sommeil me rattrape. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, désorienté, trempé de sueur, j'ai trouvé Lucien roulé en boule au pied du lit. Sa gamelle était à côté de lui, vide. Il avait mangé, pas beaucoup, mais assez. Et il l'avait fait sans le piano. Je me suis rétabli lentement, pas d'un coup, comme on l'espère quand on est malade. Pas comme si on appuyait sur un interrupteur et qu'on redevenait entier.
Sa WON a été progressif. La fièvre a fini par tomber le 2e jour, me laissant faible et vide, comme si on m'avait vidé de tout ce qui était vital et qu'il ne restait que la coquille. Mais Lucien l'a remarqué avant moi. Le matin où je me suis réveillé, sans ce poids écrasant sur la poitrine, sans ce brouillard autour de mes pensées. Il était déjà assis à côté du lit, pas collé, pas en train de pleurer, juste à regarder, ses oreilles dressées, détendues, sa queue enroulée mollement autour de lui. Et quand j'ai ouvert les yeux, il a fait un son que je n'avais pas entendu depuis des jours, un petit trill roulant, celui qui veut dire bonjour, plutôt que s'il te plaît, ne me laisse pas. Il savait que je revenais. Je me suis assise lentement, testant mon équilibre, et il s'est levé avec moi, m'a suivi jusqu'à la cuisine, m'a regardé préparer le café, mes mains encore tremblantes, mais plus fermes qu'avant. Et quand je me suis enfin dirigé vers le salon, vers le piano, il n'a pas couru devant moi comme avant. Il a marché à côté. Je me suis assise sur le banc et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai hésité. Mes mains planaient au-dessus des touches et j'ai réalisé que j'avais peur. Peur que si je jouais maintenant, après tout ça, ça nous ramène dans le vieux cycle, cette dépendance, ce besoin désespéré. Mais Lucien n'est pas monté sur mes genoux, ne s'est pas pressé contre moi. Il s'est simplement assis par terre à côté du banc, levant vers moi ses grands yeux dorés, et a attendu. Pas exigeant, pas suppliant, juste présent. J'ai pris une inspiration, et j'ai commencé la même mélodie, celle que je jouais chaque matin depuis le début. Et pendant que les notes emplissèrent la pièce, je l'ai regardé. J'ai vu ses oreilles pivoter vers le son corps se détendre, muscle après muscle, jusqu'à ce qu'il soit allongé par terre, la tête posée sur ses pattes, mais ses yeux restaient ouverts. Il ne fuyait plus dans la musique, il écoutait simplement. Quand j'ai fini, il n'a pas pleuré, n'a pas tapoté les touches. Il m'a juste regardé en clignant lentement des yeux, comme le font les chats quand ils sont satisfaits. Puis il s'est levé et est allé vers la cuisine, vers sa gamelle. Je l'ai suivi, la gorge nouée, et je l'ai regardé manger, calmement. Pas parce que j'avais joué, juste parce qu'il avait faim. Quand il a terminé, il est revenu au salon, a sauté sur le canapé et s'est roulé, en boule dans un coin de soleil, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je me suis assise à côté de lui, les mains tremblantes, pour une autre raison, et j'ai compris ce qui venait de se passer. Il avait lâché prise, pas de moi, pas de la musique, mais de la peur. Les jours suivants, quelque chose a changé entre nous. Le rituel n'a pas disparu, il a évolué. Certains matins, je me réveillais et trouvais Lucien déjà sur le banc, m'attendant comme avant. Je m'asseyais et jouais, et il grimpait sur mes genoux, ronronnant si fort que je le sentais vibrer dans mes côtes. Ces matins-là étaient sacrés, familiers, comme rentrer dans une langue qu'on parle tous les deux. Mais d'autres matins, il ne venait pas du tout au piano. Il mangeait d'abord, puis me retrouvait, se levait à côté de moi sur le canapé, ou me suivait dans la cuisine, en se faufilant entre mes jambes, pendant que je préparais le petit déjeuner. Et ces matins-là, le piano restait silencieux, et c'était très bien, parce que c'était lui qui choisissait la musique désormais. Il ne s'y accrochait plus. Il y a eu un matin pourtant, environ une semaine après mon rétablissement complet, qui a tout changé. Je m'attendais à le trouver devant ma porte, ou sur le banc, ou quelque part dans la maison, en train de faire sa routine habituelle. Mais quand je suis entré dans le salon, il n'y était pas. Une petite panique irrationnelle m'a traversé. J'ai appelé son nom. Un instant plus tard, il est apparu dans le couloir, et il portait quelque chose dans sa gueule, sa gamelle. Il a traversé la pièce avec précaution, l'a posée par terre, juste à côté du banc du piano.
puis a levé les yeux vers moi, les oreilles dressées, la queue haute, et a fait un petit trill doux. Pas une exigence, pas une supplication, une invitation. Je l'ai regardé, la poitrine serrée, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Et puis ça m'a frappé. Il ne me demandait plus de jouer pour qu'il puisse manger. Il me demandait s'il pouvait manger pendant que je jouais. Pas parce qu'il avait besoin de la musique pour se sentir en sécurité, mais parce qu'il voulait partager ce moment avec moi. Je me suis assise au piano, les yeux piquants, et j'ai commencé à jouer. Et Lucien, cette créature sauvage, balafrée, magnifique, qui m'avait appris pendant des mois ce que signifiait survivre, faire confiance et guérir, s'est installé à côté de sa gamelle et a mangé, tranquillement, pas par désespoir, juste paisiblement. Quand il a eu fini, il n'est pas parti. Il a sauté sur le banc à côté de moi, a appuyé sa tête contre mon bras et est resté là pendant que je continuais à jouer. Pas parce qu'il le fallait, parce qu'il en avait envie. C'est là que j'ai compris que le piano n'avait jamais été une question de musique en soi. Il avait toujours été une question de constance, de présence, de preuve jour après jour que je n'irais nulle part. Et maintenant qu'il le croyait, maintenant qu'il me faisait confiance, la musique pouvait devenir autre chose. Elle pouvait être joie au lieu de survie, lien au lieu de dépendance, amour au lieu de peur. Les semaines qui ont suivi étaient plus légères. Lucien aimait toujours le piano. Certains matins, il se levait sur le banc pendant que je jouais. Son corps étalé sur mes genoux comme une couverture chaude et ronronnante. D'autres matins, il s'asseyait par terre, à côté, me regardant avec les yeux mi-clos, la queue battant mollement le rythme. Et certains matins, il ne venait pas du tout. Il mangeait d'abord, puis me retrouvait où que je sois, en train de lire sur le canapé, de travailler à mon bureau, de faire du café, et restait simplement près de moi, sans rien demander, juste là. Ces matins-là me brisèrent d'une façon merveilleuse, parce qu'ils signifiaient qu'il n'avait plus besoin du rituel pour savoir que j'étais réel, que je restais. Il le savait, tout simplement. Un après-midi, j'étais assise au piano sans jouer, juste là, perdue dans mes pensées, quand Lucien a sauté sur le banc à côté de moi. Il ne s'est pas installé sur mes genoux comme d'habitude. Il s'est étiré sur toute la longueur du banc, son corps collé au mien, et a posé sa tête sur les touches, doucement, précautionneusement, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. J'ai passé ma main dans son dos, sentant sa respiration monter et descendre, la chaleur de son corps, la légère vibration d'un ronronnement qui montait dans sa poitrine. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à penser avant. Il n'avait pas seulement pleuré la femme qui jouait du piano dans cette cabane dans la montagne. Il avait pleuré la perte de la sécurité elle-même, la perte de la prévisibilité, de savoir que le monde avait un rythme, que quelqu'un viendrait chaque jour lui rappeler qu'il n'était pas seul, et d'une manière ou d'une autre, sans le vouloir, j'étais devenu ça pour lui. Pas un remplacement, pas un substitut, juste un nouveau départ. J'ai recommencé à jouer, pas la mélodie habituelle, quelque chose de différent cette fois, plus doux, plus lent. Lucien a levé la tête, m'a regardé une fois, puis s'est recouché avec un soupir satisfait. Il n'avait plus besoin de la même chanson, il avait juste besoin de moi. Il y a maintenant des moments, calmes, ordinaires, où je me surprends à le regarder et à ressentir quelque chose que je ne peux pas nommer. Gratitude, peut-être, ou émerveillement, parce que cet animal, qui avait toutes les raisons du monde de se fermer complètement, qui avait survécu à la perte, à la faim, à la solitude, et Dieu sait quoi encore, avait choisi de refaire confiance. Il avait choisi de croire que l'amour pouvait exister sans disparaître.
que la musique pouvait signifier autre chose qu'un adieu. Certains matins, je me réveille encore et le trouve sur le banc du piano qui m'attend. Je m'assieds et je joue. Il grimpe sur mes genoux. Et nous retombons dans ce rythme familier qui est devenu aussi essentiel pour moi qu'il l'était pour lui autrefois. Mais maintenant, quand je ne joue pas seulement pour lui. Je joue pour la femme qu'il a connue avant moi, celle qui lui a offert le cadeau de la constance, de la présence, de rendre le monde un peu moins sauvage. Je joue pour la partie de lui qui se souvient encore ce que ça faisait de perdre ça. Et je joue pour la partie de lui qui apprend, lentement, prudemment, ce que ça fait de le retrouver. La semaine dernière, quelque chose s'est passé qui m'a fait comprendre à quel point nous avions avancé. Je courais partout un matin, en retard. J'avais trop dormi, je me préparais en vitesse pour un rendez-vous, et j'ai complètement oublié le piano. J'ai pris mes clés, enfilé une veste. J'étais presque à la porte quand je me suis rendu compte que Lucien ne me suivait pas. Je me suis arrêté, retourné. Il était assis dans le couloir à me regarder, sans pleurer, sans paniquer, juste à regarder. Et puis il a fait quelque chose qui m'a serré la gorge. Il est allé jusqu'à sa gamelle, a mangé quelques bouchées, est revenu vers moi et a appuyé sa tête contre ma jambe, comme pour dire « Vas-y, ça va, je serai là quand tu rentreras ». Je me suis accroupi, je l'ai pris dans mes bras, j'ai enfoui mon visage dans sa fourrure, et j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose qui retenait son souffle depuis des mois, attendant de voir si ça allait marcher, s'il irait bien, si nous irions bien. Et à cet instant, j'ai su que oui. Je pense parfois à cette cabane, celle dans la montagne où une vieille dame jouait du piano à l'aube, remplissant les arbres de musique, donnant à un lynx effrayé et affamé une raison de rester près d'elle, une raison de croire que le monde avait des motifs, des rythmes, de la sécurité. Je me demande si elle a jamais su qu'il était là, si elle a jamais su que sa musique était la seule chose qui le retenait à cet endroit, à la vie. Et je me demande si elle aurait joué encore plus fort, encore plus longtemps, si elle avait su. Je crois que oui, parce que c'est ça, l'amour. Il se présente, il reste constant, il crée un rythme auquel les autres peuvent s'accrocher, quand tout le reste semble incertain. Et maintenant, chaque matin, quand je m'assieds à ce piano, je fais la même chose qu'elle. Je me présente, pas parce que Lucien en a encore besoin, mais parce que certains liens, certaines connexions méritent une bande-son. Parce que guérir n'est pas une destination, c'est une pratique. Et parce que chaque fois que je joue, on me rappelle que la musique n'a jamais consisté à le sauver. Elle a consisté à prouver qu'il valait la peine de rester, qu'il valait le rituel, la constance, l'amour. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Lucien roulé en boule sur le canapé, encore endormi. J'ai fait du café, regardé le soleil se lever par la fenêtre. Et quand je me suis enfin assise au piano, il a remué, s'est étiré et est venu vers moi tranquillement, sans hâte, sans désespoir, juste parce qu'il choisissait d'être près de moi. J'ai commencé à jouer et il a sauté sur le banc à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule, a ronronné, et j'ai pensé à tout le chemin parcouru, à tout ce que nous avions appris tous les deux sur la confiance, sur la guérison, sur le travail discret et sans éclat de se présenter pour quelqu'un, jour après jour, jusqu'à ce qu'il croie enfin que tu ne vas nulle part. Peut-être qu'il n'a plus besoin du piano, mais je continue à jouer, parce que certains liens méritent une bande-son, et parce que chaque matin, ces touches nous rappellent, à tous les deux, ce que ça veut dire d'être choisi et d'être aimé.